Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On va essayer de, dans la mesure du possible, de respecter le timing de cette journée. Je vais demander à Philippe Chalopin, le président d'Anjou Tourisme, et à Jean-René Maurice, le directeur de l'Estoie, de venir me rejoindre sur scène pour une introduction. Messieurs, bienvenue. Installez-vous. Vous avez chacun un micro à votre disposition. Vous avez tous le petit fascicule avec le programme de la journée, donc je ne vais pas le détailler. On va démarrer avec vous, Philippe Chalopin. D'abord un mot sur l'intérêt, l'importance, la pertinence d'avoir ce temps d'échange, ce moment de rencontre entre tous les acteurs du monde touristique, qui est un acteur économique extrêmement important pour l'Anjou. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Vous êtes plus de 400 aujourd'hui, professionnels ou tout simplement acteurs du tourisme. Merci à l'Estoie et à son directeur d'être partenaire sur cette opération qui rend possible l'opération. Donc merci et merci à vous. Alors c'est naturel d'être partenaire avec l'Estoie pour Anjou Tourisme, mais je tenais à le signaler. Et puis je voulais également remercier les acteurs qui vont animer les différents ateliers, parce que c'est important. Alors c'est vrai, aujourd'hui c'est les printemps du tourisme. C'est une manifestation à laquelle Anjou Tourisme est très attaché, parce que c'est un moment où on se rencontre, on fédère aussi tous les acteurs. Et les acteurs, c'est pas seulement les prestataires d'activités touristiques, c'est aussi les entreprises innovantes. Ça, c'est quelque chose auquel nous tenons beaucoup. On a fait évoluer les printemps du tourisme, comme vous le savez. Hein, c'est plus la manifestation où simplement on se rencontrait et on échangeait de la documentation touristique. C'est devenu une manifestation qui fédère, qui rassemble et qui se veut innovante. Alors, rassembler, c'est devenu aujourd'hui le leitmotiv d'Anjou Tourisme, puisque nous sommes aussi labellisés depuis quelques mois, donc RSE. Norme AFNOR, 26 000. Et derrière cette labellisation, Anjou Tourisme, c'est la première agence départementale en France à être labellisée RSE. Donc c'est un signal, et vous savez tous ce qui se cache derrière la norme RSE, la responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations, selon qu'on est privé ou public. Et derrière, effectivement, cette démarche, ce n'est pas un label seulement qu'on affiche, c'est une volonté de partager, de faire participer, de rassembler et d'avoir une dimension, bien évidemment, durable et responsable à tous les niveaux. Alors c'est une manifestation également éco-responsable, avec une vraie volonté de la part d'Anjou Tourisme et de ses partenaires, je pense bien évidemment au premier chef à l'Estoie, d'avoir une démarche qui soit à la fois une démarche citoyenne, mais en prise avec les préoccupations du moment. Hein. Oui, je crois que c'est... Dans le contexte actuel, il faut effectivement écouter, rassembler, il faut aussi construire ensemble. C'est peut-être ça parfois qui nous manque en France, construire ensemble. Là aujourd'hui, le tourisme, c'est une force économique importante, faut pas l'oublier. En Anjou, on aura peut-être quelques chiffres à donner, mais voilà, aujourd'hui, cet événement éco-responsable, c'est le premier sous cette étiquette, puisque même si c'est la deuxième saison, si vous le savez, l'année dernière, nous avions lancé cette nouvelle formule, et bien cette fois-ci, nous sommes sur une démarche un petit peu différente, puisque vous avez d'ailleurs à l'entrée du centre des congrès un petit stand avec des produits durables, des confitures, que vous pourrez aller chercher, bien évidemment. C'est gratuit, c'est dans la démarche ensemble. On va beaucoup parler au cours de cette journée, Philippe Chalopin. Je sais que vous êtes très attaché à cette thématique d'évolution, voire de révolution dans certains cas. Le thème de cette journée, c'est d'ailleurs le tourisme doit-il vivre sa métamorphose. C'est important pour vous de se projeter, d'imaginer et d'anticiper ce que sera le tourisme des années à venir ? Oui, pour moi c'est essentiel. Je rappelle en 2 mots les chiffres du tourisme, c'est plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur le département donc de Maine-et-Loire, donc c'est pas neutre. C'est 8 000 emplois directs, c'est peut-être 40 000 emplois indirects. C'est aussi une force qu'il faut rappeler, souligner.
Mais si on veut effectivement continuer à progresser, il faut évoluer. L'espèce humaine est connue pour être celle qui résiste le plus parce qu'elle sait s'adapter. Eh bien, il faut aussi que notre activité touristique s'adapte, se transforme, se métamorphose parfois. Il faut évoluer, d'où la présence d'entreprises innovantes sur le territoire. Moi, je suis persuadé que l'Anjou, c'est un tourisme particulier qu'on attire. C'est un tourisme familial, c'est un tourisme peut-être plus culturel, plus intelligent, peut-être dans certains cas. On vient chercher quelque chose, on vient apprendre quelque chose, tout en découvrant. C'est pas un tourisme de masse, on n'aura jamais des centaines de cars avec des touristes qui viennent notamment d'Asie prendre une photo pendant 30 secondes et repartir. Je crois qu'il faut plutôt s'orienter vers un tourisme de qualité, un tourisme réfléchi, un tourisme respectueux de l'environnement. Les gens veulent comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, comment on fabrique tel produit, comment on vit, comment les gens travaillent. On redécouvre des métiers qui étaient abandonnés. On découvre aussi, l'Anjou, c'est un peu plus de 80 espaces naturels sensibles. C'est la nature. Et les gens ont soif aujourd'hui de nature. On veut faire des découvertes, on veut faire des soirées où on découvre les chiroptères, parce qu'il y a toute une vie autour des chiroptères. C'est aussi symbolique, les chauves-souris, du respect de l'environnement. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un tourisme pour ça. Et c'est tant mieux parce que ce sont là des atouts de notre territoire. On a des forêts magnifiques, on a des cours d'eau alors qui s'assèchent un peu, mais on a des cours d'eau, là, le fleuve Royal qui irrigue notre territoire. Tout ça, c'est important. Et ça nous donne une marque verte, une marque durable. On a un tourisme, alors on parle maintenant de slow tourisme, vous le savez bien, le tourisme doux, je dirais doux et respectueux de l'environnement. Et ce sont des éléments qu'on doit capitaliser parce que nous avons des atouts énormes. L'Anjou est le pays du végétal, le pays où il fait bon vivre. Et c'est ça qu'il faut effectivement continuer à développer, à faire perdurer parce que c'est l'avenir du tourisme. On le voit bien avec les crises que nous avons connues. Les gens recherchent autre chose. On n'a jamais eu autant de pistes cyclables sur le département, autant de sentiers pédestres. Tout ça, ce sont des facteurs irrigants de l'activité touristique. Bon. Merci à vous, Philippe Chalopin. On rappelle qu'il y a notamment, alors j'ai croisé Sophie Fouché là, qui s'occupe du domaine de l'île Briand. Voilà un très bel ENS qui effectivement permet de montrer tout le potentiel du département. Jean-René Maurice, directeur de l'Estoie. Je vais d'abord commencer par vous fêter votre anniversaire, 40 ans. Oui, non, pas moi, mais malheureusement, mais l'Estoie, oui, 40 ans. 1982, exactement. Oui, mais alors, au-delà de la boutade, bien évidemment, c'est important pour vous de vous associer à cet événement, et c'est aussi montrer que le tourisme et toute la formation pour avoir des professionnels compétents, c'est extrêmement important dans notre département. Oui, alors c'est capital. Alors, je remercie justement Philippe Chalopin et Sophie Hadou de nous avoir aussi proposé cette association. C'est quelque chose, comme vous le disiez à l'instant, naturel pour l'Estoie. Travailler avec le monde professionnel, sachant que les formations préparent de futurs professionnels, les fameux talents de demain. Et donc, nos formations sont adaptées justement à ces réseaux et ces projets professionnels. Alors, les professionnels à travers les formations, puisque c'est 47 diplômes aujourd'hui, l'Estoie, 3500 étudiants. Donc, le premier pôle européen, voire peut-être mondial, en tout cas en termes de structuration et de formation au tourisme. Et ça, c'est quelque chose aussi important, de bien le positionner sur ce savoir-faire en termes de formation et recherche en tourisme, et que cette formation et recherche en tourisme, elle est au niveau national, mais elle est surtout aussi à Angers et en Anjou. Donc c'est aussi en termes de rayonnement, et la région des Pays de la Loire. Donc en termes de rayonnement de territoire, c'est important. Cette professionnalisation, elle passe par l'apprentissage. On a beaucoup développé l'apprentissage et on continue de le développer, l'apprentissage. Chez des partenariats, je vois Sylvain Dourneau avec la Chambre de commerce sur des formations très spécifiques, cuisine et gastronomie par exemple. Donc il y a cette volonté en tout cas d'être en contact, de proposer en tout cas aux futurs étudiants, et donc là on va de la licence au doctorat. Je rappelle qu'il y a 27 docteurs aujourd'hui attachés à l'Estoie, donc qui préparent des thèses et donc des réflexions sur
le tourisme, et vous parliez du tourisme de demain, en tout cas l'innovation, on parle beaucoup, nous, de 4e révolution touristique. Sommes-nous justement dans une 4e révolution touristique? Et donc, on a sollicité aussi ce matin Jean Viard, qui va nous accompagner aussi dans cette réflexion. Oui, parce que on ne forme plus, bien évidemment, aujourd'hui les professionnels du tourisme comme on le faisait il y a 40 ans. Le numérique est passé par là, notamment. Entre autres, et puis on parlait beaucoup de transition écologique, c'est-à-dire comment toutes ces nouvelles données, comment la manière de travailler, on voit bien que le rapport au travail a aussi énormément évolué, on en parlera avec Jean Viard tout à l'heure, mais la société évolue, comment les formations s'adaptent justement à ces évolutions. Donc ça, c'est important. Il y a beaucoup d'anciens étudiants qui sont aujourd'hui des professionnels, donc aussi on voit bien cette continuité, 40 ans d'histoire, donc c'est une aventure humaine. On voit bien que les premières promotions de 1982-83 sont aujourd'hui en poste et que eux-mêmes, en tout cas, en tant qu'anciens étudiants, ce qu'on appelle les alumni dans le langage universitaire, recrutent notamment de futurs justement professionnels issus aussi des formations tourisme et notamment de l'Estoa. Donc ça, c'est quelque chose d'important et ce continuum et comment la France, l'Anjou en particulier, Angers notamment, mais comment aussi on s'adapte justement à ces nouvelles pratiques. Dernier point, avant d'accueillir Jean Viard, je voudrais qu'on parle de votre actualité, qui est une actualité toute récente, puisqu'il y a un réseau qui se constitue avec les établissements universitaires qui ont comme ADN, je dirais, le tourisme. Voilà, alors la qualité des lieux angevines, justement, a permis, justement, et à travers l'histoire, d'être identifié dans le cadre du plan de relance. Jean Castex avait annoncé justement le 20 novembre 2021 ce fameux Destination France, plan de relance, 1,9 milliard pour pouvoir relancer justement les métiers en tension par rapport à des difficultés post-Covid. Et on est l'Estoa a été retenu, notamment on est la mesure 3 de l'axe 1. L'axe 1, c'est former et accompagner les futurs talents du tourisme. Et donc ça, c'est tout l'axe 1. Il y a une campagne notamment de communication qui est aujourd'hui la mesure 1 de cet axe 1. Nous sommes la mesure 3 et la mesure 3, c'est créé à l'échelle nationale avec comme leader justement l'Estoa, avec 5 autres universités, de créer un réseau des écoles universitaires du tourisme. Donc c'est aussi un affichage dans le monde de l'enseignement supérieur, donc universitaire, formation et recherche, de positionner justement et de rendre encore plus visible l'ingénierie et le savoir-faire français en matière de formation et de recherche. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a lancé officiellement, ça y est, ça faisait 9 mois qu'on y travaillait, entre l'annonce de Jean Castex et en fin de compte le soutien après aussi du ministère de l'Enseignement supérieur. On a à partir de juillet 2022, on s'est mis au travail et on a officiellement lancé ce fameux réseau des écoles universitaires du tourisme avec des financements, 4 millions d'euros en 2022, 4 millions d'euros en 2023 pour pouvoir justement développer l'apprentissage, rendre encore plus visible et créer ce réseau national justement en termes de formation et développer tout un certain nombre d'actions en recherche notamment et à l'international, en formation continue. Donc ça, c'est tous les axes que l'on développe ensemble, les 6 universités. Merci à vous. Est-ce que Jean Viard est avec nous? Il est là. Bonjour Jean Viard. Bonjour Angers. Alors, quelques mots de présentation. Vous avez publié en juin dernier en compagnie de David Medioni un ouvrage intitulé L'an zéro du tourisme. C'est le cœur de notre réflexion aujourd'hui, ici. Ouvrage publié aux éditions de l'Aube. Vous êtes sociologue, directeur de recherche associé au CEVIPOF CNRS. Vous avez notamment publié d'autres ouvrages, dont Nouveau portrait de la France en 2012, où la révolution que l'on attendait est arrivée. Tout un programme, ouvrage qui date de 2021. Alors, dans votre dernier ouvrage, vous vous interrogez en particulier sur les évolutions ou les révolutions du tourisme. Ça, c'est vous qui nous direz. Un tourisme qui est à l'aube de profonds changements, qui a besoin de se réinventer, dites-vous, mais qui possède, selon vous, également de nombreux atouts pour réussir cette mutation. Et pour conduire cette réflexion, vous compilez des éléments philosophiques, sociétaux, ainsi que des données économiques. Alors, Jean Viard, je vais, si vous en êtes d'accord, vous donner un timing, parce qu'il faut qu'on puisse aussi échanger avec la salle. On va partir sur une trentaine de minutes pour qu'on puisse garder un peu de fraîcheur pour les échanges avec la salle. Est-ce que ça vous convient comme mode opératoire? Absolument. Bon, eh bien écoutez, je vous transmets le relais. Merci à vous. Merci beaucoup, bonjour. Excusez-moi de ne pas être là, mais les déplacements sont un peu compliqués. Alors ce livre, d'ailleurs, il était en fait issu d'un colloque qu'on a tenu dans une ville voisine, à Nantes, un colloque que j'avais organisé, que je présidais avec Jean Blaise, qui est le patron du voyage à Nantes. Je suis inclus dans l'histoire de Nantes depuis un moment. Le voyage à Nantes, j'en suis pas
j'en suis un peu, ça fait partie des idées que j'ai développées depuis des années avec la mairie de Nantes, et qui a effectivement été portée par la mairie et par Jean Blaise. Donc c'est une ville que je suis depuis longtemps, justement pour sa mise en tourisme et pour la façon dont ça a aidé à développer la ville. Donc ça, c'est juste comme ça en chapeau. Moi je dirais deux choses. La grande pandémie nous a permis de voir ce que c'était qu'un monde sans tourisme. Et au fond, si vous voulez, quelque part, c'est un laboratoire inverse, si on peut dire les choses comme ça. Il se passe quoi quand on sort plus, quand la ville, il n'y a plus personne dans les restos et les bars, quand les Russes restent en Russie, les Chinois en Chine, les Européens en Europe, et qu'au fond, on cesse de se lier. Les sociétés anciennes étaient liées par le religieux, étaient liées par les familles monarchiques, il y avait d'autres types de liens. Bon, nous, le grand lien du monde moderne, c'est le voyage, c'est le tourisme, c'est les loisirs, c'est le fait de quitter son territoire, etc. Et au fond, on a eu un laboratoire du tourisme zéro, c'est le titre de notre livre. Et si vous voulez, qui rappelait l'an zéro de l'Allemagne, qui était le livre d'Edgar Morin, qui est mon vieux maître, si vous voulez, qu'il avait écrit en 46 quand il a été en Allemagne après-guerre, puisqu'il était résistant et qu'il était dans l'armée de libération à cette époque. Donc je vous dis ça parce que ça nous a appris beaucoup de choses, quoi. Sans loisir et sans tourisme, la ville est morte. Sans loisir et sans tourisme, on voit monter la violence dans les couples. On voit monter la violence sur les routes. Par exemple, si vous prenez un chiffre simple, depuis 2 ans, il y a moins d'accidents sur les routes, mais plus de morts, parce que les gens roulent beaucoup plus vite. On va multiplier. Et je mettrai là-dedans aussi les montées des guerres, y compris l'accélération de l'attaque russe. Je pense qu'il y a une montée, une repli de la violence, etc. Ça nous montre, au fond, une des choses que fait le tourisme quand il est là, le voyage, la découverte les uns des autres, des sociétés, les liens qu'il y a entre nous, etc. On a construit notre modernité sur cette idée de la rencontre et du voyage, le voyage physique, le voyage numérique, etc. Après, il y a différentes formes. Donc ça, c'est un peu la toile de fond. La deuxième chose que je voudrais dire, je voudrais vous parler 10 minutes de la grande pandémie. Je pense, si vous voulez, que c'est la première grande bataille de l'humanité pour sa survie. 5 milliards d'hommes se sont battus ensemble. On est dans la période où on n'a plus envie d'en entendre parler. Mais ça, c'était vrai après la guerre d'Algérie, c'était vrai après la dernière guerre. Il y a toujours un moment où on tourne la page, on essaye de respirer, de sortir, de penser à autre chose. Mais regardons ce qu'on a fait. On a sauvé 200 ou 300 millions de personnes en modifiant nos comportements, d'après les spécialistes, de ne pas sortir, mettre des masques, etc. Le vaccin a sauvé à peu près 20 millions de personnes. Il y a eu 10 à 15 millions de morts. Les chiffres, on les aura sans doute dans très très longtemps. Mais c'est la première bataille de l'humanité. C'est-à-dire qu'on a communiqué, on a regardé, on était tous les jours sur Internet. Qu'est-ce que font les Coréens? Qu'est-ce que font les Italiens? Comment ça fonctionne, etc. Et en plus, on a relancé la science et on l'a remis au milieu des sociétés et on a découvert un vaccin alors qu'on n'en avait pas. Donc, si vous voulez, il y a tout ça, je crois qu'il faut se dire, c'est une immense victoire de l'humanité dans une tragédie totalement créatrice. Mais une tragédie, bien sûr. Il y a des morts, il y a des souffrances, etc. Mais je pense que ça, au fond, ça répète ce que va être la guerre climatique. C'est-à-dire, c'est une forme de répétition générale. Dire ça à voir quelque part, parce qu'effectivement, l'homme a tellement pris de territoire, notamment en Chine, que la proximité entre l'animal sauvage, l'animal d'élevage et l'humain, c'est totalement mélangé. Donc, on est vraiment dans, au fond, on pourrait dire l'avant-garde de ce que va être la guerre climatique. Et la guerre climatique va nous entraîner dans les générations qui viennent. Et c'est une guerre. On va tous la mener, tous ensemble. Vous voyez, en ce moment, les Russes ont attaqué l'Ukraine, mais ils continuent à fournir les pièces pour ITER, le centre de recherche nucléaire. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut se faire la guerre, et en même temps, on essaye de sauver l'avenir. On est dans ces paradoxes, et on sera dans ces paradoxes. Donc, si vous voulez, on est passé à un moment où, jusqu'à maintenant, on va dire, c'est le progrès technique qui a tiré l'humanité depuis 150 ans. On a avancé au fur et à mesure des innovations technologiques, le train, la voiture, l'avion, la télévision, etc. Et au fond, ça structurait le monde au point que on a déstructuré l'équilibre naturel de la planète. On est dans un autre temps où c'est la nature qui va faire l'histoire. Moi, c'est vraiment mon grand enseignement, c'est-à-dire qu'effectivement, dorénavant, on court après la nature. On court après le réchauffement, on court après les incendies, on court après des tas d'autres phénomènes qu'on ne connaît pas. Et au fond, ça change complètement le lien politique entre les hommes parce qu'on ne réalise pas notre programme. On est obligé de construire des outils de défense contre les conséquences de nos actions précédentes. Et on voit bien que toutes nos sociétés sont politiquement dans le plus profond désarroi de ce bouleversement où la nature a pris le pouvoir sur le temps et sur l'histoire. Alors voilà, ça c'est à mon avis la toile de fond, cette idée de victoire, cette idée de place de la nature, cette idée que la société bouge. Alors ça, quand on voit la façon dont le gouvernement a rien compris quand il a lancé la bataille des retraites, si vous voulez, la société est en plein mouvement.
il y a 1 million de couples qui se sont séparés, il y a des gens qui ont déménagé, il y a des résidences secondaires qui sont beaucoup plus souvent dans leur résidence secondaire, il y a le développement de tourisme de proximité, donc il y a tout ça qui bouge, si vous voulez. Et donc, sur la planète, aux États-Unis, il y a un salarié sur 3 à peu près qui a quitté son boulot, 48 millions. En Chine, on estime qu'il y a plus de 10% des couples qui ont explosé. Donc, sur toute la planète, on a un phénomène de bouleversement des vies privées et de bouleversement du rapport au travail et au territoire. Et si vous voulez, ça, c'est un phénomène absolument général qui, évidemment, nous concerne, nous, parce qu'on voit très bien l'évolution de l'immobilier, on voit très bien les conflits que ça peut mener, regardez Saint-Malo, le Pays Basque, etc. Et regardez aussi le nouvel usage des résidences secondaires, quoi. Parce qu'on ne donne que les chiffres des gens qui ont déménagé, mais ceux qui passent 4 jours dans leur résidence secondaire, évidemment, on les voit pas dans les statistiques. On est dans un vrai nouveau rapport à la ville. Et Angers est un excellent exemple d'une ville qui profite de tous ces phénomènes de développement, je dirais pas en termes touristiques, en termes d'économie générale. Donc il faut dire ça. Mais avec une idée, si vous voulez, pour aller vite, c'est que mentalement, 20% des gens sont dépressifs, notamment les jeunes filles. Il faut faire extrêmement attention aux jeunes filles entre 14 et 16 ans. Il y a un taux de suicide qui a beaucoup augmenté. Mais on est tous mentalement comme si on avait eu une maladie mortelle, un cancer. Et puis un jour, on vous dit, vous êtes guéri. Vous avez de la chance, vous êtes dans les 7% qui en sont guéris. Et vous vous dites, qu'est-ce que je fais de la vie qui me reste? J'habite au même endroit, avec la même personne, je garde le même travail, etc. Et la bataille des retraites, pour moi, c'est l'incompréhension de cette inquiétude. On a fait comme si on était toujours avant la pandémie. Parce que je sais pas un débat sur le fond de la retraite, c'est sur ça. Alors, qu'est-ce qu'on a appris pour aller très vite dans cette pandémie? On a appris qu'on pouvait coopérer et avoir des frontières. Avant, on pensait qu'on avait ou des frontières ou un monde ouvert pour aller très vite. Ultralibéralisme contre nationalisme. Et là, on a coopéré avec des frontières. Ça va rester dans nos relations. La deuxième chose qu'on a appris, au fond, on s'est arrêté pourquoi en Europe? On s'est arrêté pour sauver les gros, les vieux et les malades. On s'est pas arrêté pour sauver l'économie. On s'est pas arrêté pour sauver nos enfants, pour nous sauver nous-mêmes. On a eu une stratégie purement humaniste. Et dans cette stratégie purement humaniste, on a remis nos valeurs au centre, alors qu'on disait toujours qu'on n'était que de l'argent, c'était un monde d'argent, de séduction, etc. Il faut insister, c'est une victoire des valeurs humanistes extraordinaire, qui n'a pas eu lieu en Chine. En Chine, ils n'ont pas vacciné les plus de 60 ans, qui n'a pas eu lieu dans les pays populistes. Le pire taux de mortalité, c'est la Hongrie. Donc, si vous dites ça aussi, ça rejoue dans la hiérarchie des valeurs. Au fond, le modèle humaniste démocratique est le plus performant, a eu les meilleurs résultats pour lutter contre cette première attaque écologique de la planète. Et donc, si vous voulez, ça nous remet aussi des valeurs entre nous. Et puis, évidemment, ça a accéléré toutes les tendances. Dans les tendances, il y a évidemment, on va aller très vite, Greta Thunberg, il y a MeToo, mais il y a aussi le désir de rapport à la nature comme relation charnelle. Pas seulement l'écologie comme horizon et la bataille climatique, mais le fait de voir par la fenêtre des arbres, un jardin, de voir par la fenêtre du patrimoine, tout ce lien intime qui fait, vous savez que 60% des Français habitent dans des maisons avec jardin, l'essentiel de la population, il est là. Vous avez des villes comme Rennes qui viennent de prendre une décision que je trouve très intéressante, c'est que tout immeuble construit devra avoir une terrasse de 12 mètres carrés. Quel que soit le statut de l'immeuble, HLM, pas HLM, etc. Le droit à l'extérieur, le droit à avoir un paysage, le droit à avoir un rapport au soleil, de manger dehors, à se faire bronzer, etc., y compris dans les HLM les plus populaires. Vous voyez, je pense que c'est des modèles qui naissent après la pandémie à toute vitesse et qui sont devant nous. Bon, qu'est-ce qu'on a encore appris qui nous concerne? Bien sûr, on a appris une chose essentielle, c'est que le véhicule numérique a gagné sur le véhicule à pétrole. Le premier lien entre les hommes aujourd'hui, il est numérique. Pendant la pandémie, heureusement qu'on avait le numérique. On a pu travailler avec le numérique, on a pu communiquer dans les familles, notamment les grands-parents ont diffusé à l'intérieur des familles, et on a pu consommer de la culture. Alors que la culture a historiquement du mal à entrer dans le monde de la télé. Regardez comme les théâtres ont eu du mal à être sur Internet. Je ne peux toujours pas regarder la comédie française de mon village. Je peux regarder un match de l'OM, excusez-moi, je suis Marseillais, mais je peux pas regarder la comédie française, alors que c'est payé de l'argent public. C'est quand même très curieux que tous les théâtres ne soient pas automatiquement sur Internet, tous les spectacles. Et si vous, là, on voit bien comment la culture, qu'il faille garder le présentiel, je n'en discute pas. Il y a 7 millions de gens qui vont dans les spectacles d'été. Mais en même temps, le numérique dans la culture est un enjeu. Pourquoi? Parce que les jeunes ne consomment quasiment que du numérique. Donc si on n'est pas sur le numérique, on n'est pas dans la jeunesse. Et si on n'est pas dans la jeunesse, on est très loin de la société qu'on est en train de construire. Donc, ça me semble, cette question du numérique est centrale et ça joue pour le tourisme. Parce qu'il faut, qu'à mon avis, qu'on construise un double numérique du territoire réel. Si je veux visiter Angers, il faut que je puisse taper et on va me dire, attendez, tu veux aller du 1er au 7 août, franchement, non, ça va être plein partout, ça va pas être bien, mais on a une autre solution à te proposer, soit tu te décales d'une semaine, là ça ira mieux, soit tu te décales du 10 km, là ça ira mieux.
ce qu'on a fait à Marseille avec Sormiou. On a une calanque, 2000 personnes par jour, ça casse tout, on n'y a plus aucun plaisir à y aller. On réduit à 400 la jauge par Internet. Les gens, ils vont, au lieu d'y aller plusieurs fois, ils vont peut-être une fois, mais le jour où ils y vont, c'est génial, 400, ils sont très très bien, voilà. Et donc ça a très bien marché. Le numérique va être notre grand régulateur. Si c'est pas le numérique, ça sera l'argent. Il n'y a pas 36 solutions. Donc soit on régule par la richesse, soit on régule effectivement par une extraordinaire connaissance des pratiques sociales, et du coup, celui qui veut faire un voyage, on lui offre une possibilité de se projeter dans ce que va être à tel moment, tel endroit, en termes de climat, en termes de vêtements, en termes de densité, etc., en termes de possibilité de manger au restaurant ou de ne pas manger, trouver une place dans le camping ou à l'hôtel, etc. Donc il y a tout ça. L'autre chose qui a profondément changé pendant la pandémie, c'est le rapport au travail. Il y a 25% des gens qui sont en télétravail, il y en a au moins 30, on pourrait en faire au moins 10% de plus, ce qui nous pose deux problèmes. D'une part, c'est que ça marche très bien, c'est désiré par 80% des Français. Ils ne peuvent pas tous le faire, évidemment. Plein de métiers ne sont pas adaptés. Mais le grand rêve aujourd'hui, c'est le pouvoir sur son emploi du temps. Le pouvoir sur son emploi du temps, c'était déjà la retraite à 60 ans, c'était les 35 heures, et c'est effectivement le télétravail. La grande question des gens, c'est le pouvoir sur son emploi du temps. Vous savez, on était dans des modèles culturels, le temps a longtemps appartenu à Dieu, jusqu'à la Révolution française, donc on ne le perdait jamais. Ensuite, time is money, ça a été la révolution industrielle. Et nous, aujourd'hui, je suis maître de mon temps. Je ne veux pas attendre. Ben, les commerçants le savent très bien. Les gens ne veulent pas attendre parce que si vous me faites attendre, vous me prenez du temps qui est à moi. C'est tout l'art d'occuper les gens qui attendent, de mettre des photos, des œuvres d'art, la musique, etc. pour qu'il se passe quelque chose. Au fond, on est en train de sortir du Fordisme. On est en train de sortir d'un travail calculé à l'heure, d'un travail hiérarchique. On va vers un travail beaucoup plus autonomisé. Et donc, comment on va diffuser ça dans tous les métiers? Comment on va faire que ceux qui sont en télétravail, ils vont souvent... Le modèle dominant, c'est 2 jours de télétravail ou 2 ou 3 jours de télétravail et une présence dans l'entreprise toutes les semaines. Mais après, il y a les gens du monde de la production, les paysans et les ouvriers pour aller vite. En gros, ils habitent généralement à côté de leur usine. Donc, ils ont déjà une société de localisation proche. Et puis, il y a tous les gens, effectivement, qui ont travaillé pendant la pandémie, qui sont le cœur de la révolte aujourd'hui. Les villes de peu, les quartiers populaires de peu, tous ces gens de peu dans des territoires de peu, on va dire les choses comme ça, à qui on avait dit, on va pas vous oublier, et la première chose qu'on fait, on leur remet la retraite à 64 ans. Donc effectivement, là, il y a un blocage, et ces gens-là, qu'est-ce qu'on va leur proposer? Est-ce que, par exemple, on va leur dire, le logement social, vous êtes prioritaire, à côté de votre lieu de travail? La proximité géographique comme pensée politique, qui est en France extrêmement faible. Il y a tout ça qui joue. Il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est que les familles ont été renforcées pendant cette pandémie. On s'est rapproché sur le proche. Et au fond, les proches amicales et le proche familial. Et on a été plus heureux. On est plus heureux après la pandémie qu'avant. Le taux de Français qui se déclarent heureux a augmenté. Pas beaucoup, de 1 ou 2%. On est autour de 60-65%. Les Français sont un peuple assez heureux, mais qui se déclarent assez heureux en tout cas. Moi, je suis sociologue, je ne fais pas d'analyse, je vois ce qu'ils déclarent. Et ça a plutôt augmenté. Pourquoi? Parce qu'on s'est replié sur ce qu'on aime le plus. Et au fond, on s'est débarrassé de ce qui nous intéresse pas tellement. Le bisou en arrivant au bureau, les déjeuners avec des collègues dont on n'a rien à faire, le vieux cousin qu'on voit au fond, il nous casse les pieds, etc. Il y a tout ça qui joue. Et puis, il y a une chose qui a énormément joué, ça c'est au niveau des familles, au niveau du territoire, c'est qu'on a compris que les grandes métropoles sont le cœur du développement économique, mais qu'on n'est pas obligé d'y habiter. Et ça, si vous voulez, c'est un phénomène qui était déjà là. Paris perdait déjà 10 000 habitants par an. C'est la plus grande métropole d'Europe. Mais on a la même chose à New York, à Wuhan, etc. Et donc ça, c'est important, parce que ça veut dire que la société se réorganise sur son tissu de ville moyenne. Et là, évidemment, la vallée de la Loire est un enjeu majeur. Mais en plus, effectivement, articulé avec les métropoles, parce que les métropoles, c'est là où la toile numérique croise l'université, la finance, le politique et les entreprises. Donc c'est le hub de la rencontre, on va dire. Le symbole d'une métropole, au fond, c'est un immense palais des congrès. Et c'est ça qui se passe. Mais on n'est pas obligé d'y habiter. Et donc ça, c'est toute la question. Mais il faut y avoir été. Nos étudiants doivent y être allés au moins 1 ou 2 années. Dans leur cursus, ça doit faire partie du cursus, etc. Il faut être habitué d'une métropole, mais on n'est pas obligé. Il y a tout ça qui se joue. Mais derrière ça, on est passé dans une société du proche. Et je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le proche et la livraison. On est passé, la société depuis la guerre, c'était en gros, on faisait des UP, des parkings, des supermarchés, on allait travailler en voiture et on partait en vacances avec la voiture. Modèle qu'on a tous connu, bâti sur le modèle béton, qui est le modèle français, très développé. Vous savez qu'on a fait 63 000 ronds-points en France, les Allemands en ont fait 5 000, je suis pas sûr qu'ils aient plus d'accidents. C'est bien comme nous, on est un pays, on a fait du béton notre norme de modernité. On passe à une société du proche et de la livraison.
C'est-à-dire qu'on passe à une société locale où on fait ses courses, une partie de ses courses, où on a des liens sociaux par la sortie du collège, etc., où si possible il y a un tiers-lieu, où une partie des gens font du télétravail. Et c'est articulé avec Internet, avec le voyage, avec la livraison. 21 millions de gens vont chez Amazon et ils en sont très contents. Je vais raconter juste une anecdote, mais la semaine dernière, j'ai acheté un chapeau. Vous voyez, c'est pas grave, un chapeau. Il était trop petit. J'étais sur Internet, pour 22,90 €, j'ai reçu le lendemain un élargisseur de chapeau. Je savais même pas que ça existait. Voilà. C'est ça l'allié génial de la livraison. Donc cette alliance de la mobilité et de la proximité. Et ça, je crois que si vous voulez, c'est ce qui est en train de redéfinir nos territoires, de les réorganiser, et c'est la nouvelle attente des gens. Donc voilà, ça c'est la toile de fond, si vous voulez. Je crois qu'il faut garder en mémoire. Alors, pour le tourisme, ça nous pose plusieurs questions. D'abord, de bien comprendre que la modernité n'est plus la même. La modernité du béton, la modernité qui était déjà en crise, celle des grands centres de vacances, celle du tourisme social. J'ai conseillé mon maire à la présidence de WWF. On voyait bien qu'est-ce qu'on fait de ces grands... Au fond, c'était des HLM dans les champs ou dans les montagnes. Mais cette modernité-là est finie. La modernité d'aujourd'hui, c'est esprit des lieux et technologie. C'est ce nouveau couple esprit des lieux et technologie. Comment on l'articule? Comment, c'est ce que je disais au début, comment quand on construit des appartements où les gens voient un arbre, voient une ferme, voient un monument patrimonial. Ce nouveau couple esprit des lieux et technologie, je crois qu'il va énormément changer dans une société qui est une société bousculée par la transformation, où il faut s'attendre à l'inattendu. Un des derniers livres d'Edgar Morin, c'est « Attendez-vous à l'inattendu ». Je crois que c'est essentiel, parce que on voit ce qui se passe en ce moment avec MeToo, avec Greta Thunberg, le désir de nature, etc. Mais il va arriver des choses qu'on n'a pas vues. Moi qui ai fait 68, en 68, le féminisme, on l'avait pas tellement vu. L'arrivée de l'écologie, non plus. Je vous rappelle que Dumont a fait 1,6%, je crois, en 74. Or, c'est quand même les deux grandes pensées qui sont nées de 68. Donc, il va arriver des choses devant nous à ce niveau-là. Donc ça, si vous voulez, c'est la toile de fond de ce qui nous arrive. Alors, tout ça va nous entraîner dans la guerre climatique et notre nouveau commun. Et une des grandes questions pour le tourisme, c'est comment je suis un acteur de la guerre climatique, alors même, évidemment, que je suis un consommateur de carbone, de déplace, de pollution, etc. Bon. Comment on va arriver à ça? Alors, la question, elle est compliquée. Il ne s'agit pas de faire du tourisme bashing. Il ne faut pas repeindre en vert forcément tout ce qu'on sait. On voit bien que le tourisme de proximité s'est développé. Donc ça, c'est aussi tout un enjeu. Comment on va continuer à ce que les gens, au fond, vous voyez par exemple en Île-de-France, en France d'ailleurs, les gîtes ruraux qui marchent le mieux, c'est souvent ceux de la bordure de l'Île-de-France, d'Ourdan, par exemple. Parce qu'au fond, vous pouvez aller en RER, et marcher 10 minutes, vous êtes en pleine forêt, vous êtes complètement dépaysé. Avant, on croyait qu'il fallait aller loin pour se dépayser. On s'est rendu compte que non. Après, donc il y a toute cette question de la distance. Il y a toute une autre question, évidemment, c'est peut-être que les low cost, ils vont aller réguler. Peut-être qu'un jour, on pourra plus aller à Marrakech pour le week-end. On dira, attendez, les voyages lointains, c'est au moins une semaine. Sauf professionnels, je parle des voyages touristiques. Parce qu'on peut pas, vous voyez, on peut pas aller à New York 10 fois dans sa vie 2 jours. Il vaut mieux y aller 2 fois une semaine. Donc il y a toute une régulation par le temps et la distance qui est devant nous. Mais il faut bien se dire qu'après la pandémie, le désir de voyager est beaucoup plus fort qu'avant. Le désir de sortir, le désir de se rencontrer. Donc je veux dire, on voit bien en ce moment d'ailleurs les marchés partout, regardez le ski, etc. Il y a une augmentation du désir de voyage et donc aussi une augmentation de la frustration de ceux qui ne peuvent pas voyager. Il ne faut toujours pas oublier qu'il y a à peu près 40% des gens en France qui ne voyagent pas, mais ils ont les mêmes désirs que ceux qui voyagent, sauf qu'ils ne le font pas. Et donc quand il y en a une explosion du désir de voyage, il y a effectivement cette frustration qui augmente d'un autre côté. Donc ça, c'est une chose qu'il faut dire. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a toute une réflexion sur la birésidence, notamment dans des territoires comme les vôtres, qui sont effectivement dans l'aéroport. Vous savez, l'Île-de-France, c'est aussi puissant que New York. Il faut penser le New Paris, si on peut dire, une métropole de 11 millions d'habitants, qui a la plus grande concentration scientifique au monde, qui est en train de se renforcer, notamment grâce au Brexit. Donc on a là, si vous voulez, les Jeux Olympiques vont y aider. On a la chance d'avoir la métropole de l'Europe, c'est pas la métropole de la France. Donc on doit tous se dire à quelle distance on est, comment on peut y aller facilement, et en même temps, comment on construit ici un type de société, comment on construit à partir de la culture locale, des traditions, etc. Donc là, il y a cette réflexion, non pas contre la métropole, mais à côté de la métropole. Je crois que c'est un élément important, et on voit bien qu'en ce moment, les gens qui se déplacent, vous savez, il y a beaucoup de gens d'une 50aine d'années qui sont en train de déménager, des gens qui ont vendu leur appart à Paris en se disant, attends, on va pas attendre la retraite, on va partir tout de suite.
parce que pendant 2 mois, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire si on anticipait notre départ. Après, on retournera à Paris en train, on se débrouillera, etc. Mais on s'est installé. Moi qui habite dans le sud du Luberon, c'est incroyable, quoi. Tout est vendu simplement par Internet, parce qu'effectivement, par ce type de population, des gens qui ont de l'argent, parce que, évidemment, le décalage de prix des marchés fait que dès que vous mettez une maison dans le Luberon à vendre, elle est vendue dans la journée par Internet à des prix qui, localement, sont extrêmement compliqués. Donc, on est sur tous ces mouvements. Alors, en disant bien une chose, un des problèmes du tourisme, c'est que dans la transformation du travail, il y a 2 secteurs en crise. C'est les plus douloureux. C'est ceux où les gens ont le plus profité de rester chez eux. C'est les chauffeurs, mais les chauffeurs de longue distance. On n'arrive plus à trouver des chauffeurs. Et puis, c'est évidemment tout le service de soir et de week-end qui est une des caractéristiques du tourisme. Or, ces populations-là se sont rendues compte qu'au fond, elles étaient vachement contentes d'être chez elles le soir, de s'occuper de leurs gamins, etc. Et donc, du coup, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en a perdu beaucoup. Je veux dire, à un moment, il va falloir repenser ça. Est-ce que vivre en station dans des conditions catastrophiques, tout ça, ce sont des choses qu'il va falloir reprendre. Sinon, on n'aura pas de personnel, ou on aura du personnel médiocre. On peut aussi avoir des politiques innovantes. Les Belges, par exemple, moi, une politique que j'aime beaucoup, c'est que tout jeune a droit à gagner 3 000 € par an déclarés, mais avec 0 charge, s'il travaille dans les secteurs du service, etc. Je pense que c'est très bon pour les jeunes. D'abord, ça leur fait de l'argent de poche. Ensuite, ça leur apprend que si on fait un sourire, on a un pourboire, et si on n'en fait pas, on n'en a pas. Je pense que ça crée du lien social. Et puis, je pense que pour le tourisme, ça fait de la main-d'œuvre. Donc, il y a toute une réflexion sur ça, parce que l'art de vivre a gagné sur l'art de produire, très fortement, et ça vaut aussi pour le personnel. Et puis, on est entré dans une époque où la réputation des territoires et des entreprises va être complètement dominateur, complètement dominant, parce que justement, dans cette bataille climatique, la question de la réputation des entreprises et des territoires va faire qu'il y aura ou pas du personnel. Si vous faites du pétrole, vous aurez du mal à trouver des personnels. Si effectivement vous menez des activités écologiques, etc., vous allez en trouver. Donc comment le tourisme va se transformer, comment il va donner l'image de faire un énorme boulot pour être un modèle beaucoup plus bas carbone. Regardez le nombre de stations où il n'y a pas moyen, quand on arrive, de laisser sa voiture et de prendre un vélo électrique avec quelqu'un qui amène vos valises. Il faut aller jusqu'à l'hôtel, etc. C'est-à-dire que l'idée de la rupture de charge pour le touriste qui n'est pas hors la porte de chez lui, il va en voiture, mais après il n'a pas à rentrer dans le territoire parce que tout est prêt, il n'y a quasiment aucun endroit qui est équipé comme ça. Donc il y a un énorme boulot pour diminuer l'empreinte carbone, le faire savoir et avoir toute une économie de la réutilisation. Donc il y a tout ça. Mais avec 2 dernières idées. Là, il faut défendre le voyage. Le danger, c'est qu'on attaque le voyage. Le voyage a construit l'humanité. Le voyage construit la paix. Le voyage est un objet culturel pour effectivement découvrir des cultures, des signes, des religions différentes, des paysages différents. Il faut défendre le voyage parce qu'on ne gagnera pas la bataille climatique si l'humanité ne continue pas à être unifiée. Si l'humanité se fragmente et s'affronte, on perdra la guerre climatique. En ce moment, vous voyez la guerre climatique en Ukraine, elle n'est pas terrible. C'est le moins qu'on puisse dire. J'étais à Beyrouth la semaine dernière, c'est la même chose. Donc, il faut faire très attention. La guerre climatique sera gagnée si on a un commun. Ce commun, c'est effectivement le tourisme et le grand vecteur qui construit ce commun. Un des grands vecteurs. Donc ça, je crois qu'il faut le dire beaucoup. La deuxième chose, c'est que je pense que construire un double numérique du territoire français et de chaque partie du territoire pour qu'on puisse anticiper son et le réguler en réservant un certain nombre de choses, etc., me semble un moyen très important de faire évoluer le tourisme pour que ça ne soit pas que l'argent qui fasse effectivement des possibilités de voyage ou pas. Or, cette question de la démocratisation du voyage, elle est essentielle parce que notamment la jeunesse qui ne voyage pas, la jeunesse des banlieues, est aussi la jeunesse qui nous pose des tas de problèmes culturels et politiques. Il n'y a pas de solution autre que l'intégration au voyage. Vous savez, les vacances, c'est le moment des rencontres sentimentales. Chez les jeunes, l'année de leurs 16 ans, c'est souvent l'année de leur premier rapport sentimental. C'est souvent pendant les vacances. Il y a des quartiers où personne ne part en vacances. On n'est pas dans la même société. Donc, il faut se donner un commun du voyage, le démocratiser et donc effectivement réguler plus par le numérique que par l'argent. Merci. Merci à vous, Jean Viard. Alors, on va avoir le temps d'échanger pendant quelques minutes sur ce que vous venez d'entendre. C'est vrai que l'exercice était compliqué. Il fallait en quelques dizaines de minutes évoquer ces évolutions à la fois sociétales, mais également qui concernent le secteur d'activité qui vous concerne en premier, celui du tourisme. On a des micros à votre disposition dans la salle, donc n'hésitez pas, vous levez la main, le micro vient jusqu'à vous, vous vous présentez, et puis voilà, on échange autour de ces questions-là.
Pour qui la première question? N'hésitez pas. Monsieur. Voilà, vous êtes là-bas. Allez-y. Bonjour, Yves Moulin. Vous avez présenté les évolutions d'envie de la société et donc des pistes de changement du tourisme à s'adapter à ces évolutions. Est-ce qu'il n'y a pas à avoir une vision proactive, se dire il y a des enjeux climatiques et comment le tourisme peut faire ces changements pour être acteur, c'est-à-dire mais en prévision et non pas après coup. C'est être acteur dans l'évolution du tourisme pour ces enjeux climatiques. Je pense au voyage, je pense à l'environnement et tout ça. Mais si vous voulez, alors deux choses. Il y avait 60 millions de touristes internationaux en 68. On est à 1,2 milliard. Mon rêve, c'est qu'on arrive à 3 milliards de touristes internationaux. En France, on a 60% des gens qui partent en vacances. On devrait monter à 80% si le boulot était bien fait, parce que les pays scandinaves y arrivent. En gros, ça correspond à peu près à la population qui a envie de partir, parce qu'il y a toujours des gens qui sont malades, qui viennent d'acheter une maison, ou qui attendent un enfant, qui n'ont pas envie de rouler en voiture. Bon, il y aura toujours 20% de non-consommateurs. Il y a aussi 16% des Français qui ont absolument horreur de découcher. Après tout, c'est leur droit. Bon, donc si vous voulez, il faut se fixer des objectifs. Donc la première enjeu de tourisme, c'est l'explosion des pratiques. Quand il y aura 3 milliards de touristes internationaux et des taux de départ à 80%, ce qui serait l'épure idéale, je dirais, ça va faire exploser encore les territoires du tourisme, parce qu'il faut les diffuser dans l'espace, et ça va faire exploser la consommation, évidemment, en termes de transport. Donc je dirais que le phénomène dominant, il est là, de très loin. Après, j'entends ce que vous dites, et qu'effectivement, il faut en faire, il y a aussi toute une école, un apprentissage dans ce qui se passe pendant les vacances, dans le rapport à la nature, dans le rapport à la culture, qui peut faire réfléchir les gens, qui peuvent effectivement les amener à modifier leur comportement sur un certain nombre de sujets. J'ai pris l'exemple des vélos électriques et des stations de vacances, mais on pourrait en prendre d'autres qui seraient de même nature. Et encore, je ne parle pas de la montagne ici, puisque c'est pas directement votre sujet, mais je vais souvent dans les Alpes, parce qu'effectivement, là, c'est un peu différent. Eux, ils ont un problème différent, c'est l'absence de neige, qui pour vous n'est pas un enjeu absolument majeur, mais le réchauffement climatique va jouer, parce que si vous voulez, il est clair qu'on a au niveau végétation, etc., il y a des choses qui sont magnifiques qui risquent de l'être moins. En gros, le climat va se bousculer, mais surtout il va se déplacer 300-400 km. La première chose, c'est ça. Donc, en gros, là, vous allez avoir, vous, la végétation qui est à 300 ou 400 km au sud, etc. Rentrer dans le monde de l'incendie, où vous êtes extrêmement peu. L'incendie est en train de franchir la Loire, si vous voulez, par exemple. Donc, ça aussi, c'est un nouveau rapport au territoire, au paysage, etc., qui est donc je dirais que j'entends bien ce que vous dites, mais le phénomène d'expansion du tourisme me semble dominant. Après, si on peut l'enrichir de pratiques d'initiation, de pratiques dans les hôtels, dans les séjours, dans les campings, tant mieux. Mais si vous voulez, ce qui est compliqué, c'est que le voyage, tant qu'on est en France, par français, une grande partie des pratiques, c'est 800 à 1000 km au sud de sa maison. On a le même phénomène aux États-Unis, etc. En gros, c'est une journée de voiture à partir de la maison avec le chien, les enfants, les cerceaux et les ballons. Donc, c'est le cœur des pratiques. On voit pas bien, le train est un élément très important, bien sûr, mais il est clair quand même qu'une grande partie de l'idée de voyage, vu ces questions-là et de nos territoires, est associée à la voiture. Donc, mais peut-être qu'un jour, il y a des stations qui n'accepteront plus que les voitures électriques. Ça peut être aussi des politiques. Merci pour cette première question et cette première réponse. Une autre intervention, n'hésitez pas, on a encore un peu de temps. Ne me dites pas que ce qui a été évoqué vous laisse de marbre. Monsieur. Alors, mais tenez, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple. Bonjour monsieur, Bernard Henry, des Croisières Saumur-Loire. Merci beaucoup pour votre très riche exposé. Ça nous ouvre plein de fenêtres dans nos manières de penser. Juste un témoignage. Vous avez dit qu'il fallait digitaliser le territoire. Je viens de passer un petit contrat pour que là où je navigue, on fasse venir un espèce de street view, quelqu'un qui travaille pour Google, qui va nous filmer le paysage de Loire. Donc je pense que moi j'ai ressenti ce besoin-là de pouvoir digitaliser le paysage. Je le fais modestement à mon niveau, mais je pense que les politiques publiques pourraient digitaliser ça de manière beaucoup plus vaste et ça rendrait nos paysages de Loire beaucoup plus attractifs. Merci. Je suis d'accord, j'ai rien à dire, je suis d'accord avec le témoignage. Merci.
Bonjour Jean-René Maurice. Juste, tu n'as pas beaucoup parlé justement un peu des collectivités, des acteurs du tourisme, peut-être une absence aussi d'un ministère du tourisme en France. Par rapport à la destination France, justement, comment tu vois un peu les choses, ces enjeux, ces stratégies d'acteurs, parce qu'on voit bien que les entrepreneurs, les acteurs du tourisme portent, mais que, voilà, Angers Tourisme, Destination Angers, tous ces systèmes aussi en France. Quelle est ta vision un peu sur ces sujets-là? Non, mais alors, bon, tu as tout à fait raison là-dessus. Moi j'ai longtemps plaidé, je plaide toujours d'ailleurs, pour qu'il y ait un grand ministère du tourisme et de la culture. Parce que je pense qu'effectivement, c'est en grande partie la même chose. Le voyage, c'est un élément essentiel de la culture, de la découverte des monuments, du patrimoine, des spectacles. J'ai dit qu'il y avait 7 millions de personnes qui allaient au spectacle pendant les vacances, il pourrait y en avoir plus. Je veux dire, le tourisme populaire doit notamment on lui va faire des propositions culturelles, etc. Parce qu'un des grands enjeux, c'est de donner plus de contenu à un tourisme populaire qui a un petit côté bronze-cul, si je peux me permettre. Donc il y a tout cet enjeu-là qui me semble important. Donc effectivement, le problème en France, c'est qu'il n'y a pas de politique. Pourquoi? Parce qu'on a été le premier pays touristique au monde sans qu'on s'en occupe. Historiquement, parce que c'était le pays du français, parce qu'effectivement, moi je dis toujours, Versailles a été la première station touristique, et quand on a coupé la tête du roi, au fond, la station s'est mise à circuler, mais on n'a pas eu un projet d'être le premier pays touristique au monde, et donc ça nous arrivait tout cuit. Et comme ça nous arrive tout cuit, on s'en occupe extrêmement mal. Alors que c'est quand même quasiment 10% de l'activité économique. Si vous prenez le tourisme et la culture, c'est à peu près 15% de cette économie, l'industrie c'est 9%, pour vous donner des ordres de grandeur. Donc c'est le premier secteur économique du pays, mais on ne le met jamais comme ça, on ne le porte jamais comme ça, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, tu vois, on a travaillé avec Barcelone, j'ai beaucoup regardé ce qu'ils ont fait, puisqu'ils se sont fait élire à Barcelone contre le tourisme, contre le surtourisme en réalité, dans lequel le mot surtourisme a des fois des connotations un peu xénophobes qui m'ont pas échappé. Mais il y a aussi le fait qu'il y a des endroits où il y a trop de monde au même moment, au même endroit, ce qui renvoyait l'exemple de la calotte du Sugiton. Ils se sont mis à observer les flux à Barcelone. Et j'ai discuté avec le premier adjoint qui était au colloque de Nantes, et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ont des flux complètement différents qu'ils ne connaissaient pas. Il y a des gens qui viennent de la journée manger sur les remplaces des campings, il y a des gens qui viennent pour des congrès qui reviennent tous les ans, il y a des gens qui viennent pour le patrimoine culturel, et donc ils ont organisé petit à petit pour que ces flux ne se croisent pas. Et qu'effectivement, en jouant sur les horaires, en jouant sur les documents qu'ils donnent, etc., pour qu'au fond, la ville de Barcelone, ces différentes populations ne se croisent quasiment pas, et donc se diffusent dans le territoire. Et donc que la pression sur le territoire diminue. Mais ça, c'est parti d'une analyse des flux, de se demander qu'est-ce que les gens ont dans la tête. Celui qui est en camping, il veut manger en buvant du rosé au soleil sur les rembrasses. Point barre. Et après, il veut repartir, si possible, sans se faire piquer parce qu'il a trop bu. Je veux dire, il a un projet qui est très minimal. Donc comment on pense ça? Et ça, c'est un de nos gros soucis. C'est pas une horde, les touristes. Nous, on reçoit on va bientôt recevoir 100 millions de touristes. C'est pas une horde sauvage. Les gens se déplacent dans des chemins culturels. Les gens se déplacent dans l'histoire du protestantisme, dans l'histoire du catholicisme, dans l'histoire industrielle. Donc, le territoire qu'ils connaissent n'est pas le même. Donc, tout ce travail de connaissance qu'on ne fait pas, vous savez que le tourisme, c'est 10% de l'activité économique. Il n'y a aucun grand laboratoire sur le tourisme, alors qu'il y en a 50 sur l'agriculture ou sur les banlieues. Donc, c'est un des secteurs les moins connus. Les entreprises du secteur ont le moins d'investissement en RDE. Les collectivités locales s'y mettent petit à petit. Pendant longtemps, l'élu local qu'on mettait au tourisme, c'était un type joyeux, un peu, voilà, qui aimait bien faire la fête et qui allait au congrès, quoi. On a beaucoup évolué, beaucoup réfléchi. Le tourisme s'est extrêmement enrichi, les élus locaux ont changé, on en a fait un outil de développement. Vous savez, le tourisme, c'est la mise en désir du territoire. Il faut bien le penser comme ça. C'est le même rôle qu'ont eu les cathédrales à une époque, quand on a construit des cathédrales. Un territoire touristique attire de la population, attire des nouvelles économies, attire des nouvelles économies. La high-tech se localise dans les régions touristiques. Parce que quand tu as à faire de nouveaux secteurs économiques, on peut les faire dans le pays des vacances. Personne n'a spontanément l'idée d'aller s'installer à Pont-à-Mousson ou à Amiens. Donc si vous voulez, c'est tout le problème. Ou alors il faut mettre Pont-à-Mousson et Amiens en tourisme. Donc créer un phénomène de désir, ça va prendre 1 ou 2 générations. Donc considérons que c'est un outil d'attractivité du territoire, de mise en valeur de sa culture patrimoniale. Et ça, il faut le protéger pour que ça soit la culture locale, le patrimoine, l'architecture, les arbres, les histoires, les récits, tout ça, qui soit offert aux passants, aux voyageurs, etc. Donc il y a tout ça. Moi, je pense que la France a d'immenses atouts. Il n'y a pas de raison. Je pense simplement que le secteur n'est pas suffisamment organisé. Je pense que organiser la France virtuelle serait un atout majeur et qu'on pourrait être le pays innovant en cette matière, effectivement, parce qu'on a une caractéristique originale, c'est qu'on est quasiment touristique partout. On a restauré partout les lavoirs, etc., les moindres bâtiments. Enfin bon, c'est incroyable le travail qu'on a fait pour mettre la France, j'allais dire, en scène, en spectacle touristique. Donc,
C'est pas vrai, par exemple, pour toute l'Espagne, c'est pas vrai pour toute l'Italie, c'est pas vrai pour toute l'Angleterre et pour toute l'Allemagne. Et en plus, on est dans une période où il y a une montée du tourisme national, c'est-à-dire qu'en gros, tous les discours nationalistes qu'on entend, regardez en Allemagne, le développement du tourisme interurbain en Allemagne. En Italie, il a toujours existé. Chaque pays, elle a sa culture. Donc, si vous voulez, la France, là-dedans, a plein d'atouts, mais comme souvent, quand on a un secteur qui marche bien, on s'en occupe pas. Et puis après, on se dit, regardez toutes les grandes entreprises qu'on a perdues. On est en train de perdre le Club Med, qui est passé chinois. On en a perdu beaucoup parce qu'au fond, on considérait que ça nous arrivait tout rôti et qu'il fallait pas s'en occuper. Donc les politiques publiques sont faibles. C'est beaucoup moins vrai au niveau des territoires. Je pense que les territoires font souvent un très bon boulot. Et elles ont intégré le tourisme parce qu'au fond, c'est un secteur sur lequel elles peuvent agir. Parce que le tourisme, c'est beaucoup de petites entreprises. Donc quelque part, ça dynamise le tissu local de gens, je dirais, qui sont des vrais gens, qui sont des électeurs, on pourrait le dire aussi, qui ont des intérêts économiques de proximité. Donc tout ça, c'est un dialogue naturel avec les élus, qui, je pense, se sont mieux saisis du sujet que l'État. Oui, bonjour, Philippe Chalopin, donc président d'Anjou Tourisme et premier vice-président du conseil départemental de Maine-et-Loire. Je voulais réagir sur plusieurs sujets. Alors d'une part, c'est qu'effectivement, la France est un pays touristique, mais on se contente de voir qu'on est sur le podium en termes de fréquentation, mais en termes, je dirais, économiques, on voit bien que la France décroche. Tout à fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit nous inciter à effectivement être beaucoup plus vigilants. Moi, il y a une chose qui est un petit peu d'ailleurs contradictoire aujourd'hui, et vous l'avez évoqué, on voit que les gens sont plus sensibles au réchauffement climatique, sont plus sensibles aux déplacements. Prendre l'avion, ça devient parfois un peu difficile à annoncer ou à dire. Sauf que dans des territoires comme l'Anjou, comme le Maine-et-Loire, on a des zones très rurales, et derrière, on a une problématique forte, et je voudrais avoir votre sentiment sur ce point, c'est la mobilité. La mobilité, c'est certainement la clé qui permettra peut-être d'ouvrir un peu plus notre territoire au tourisme. Faire venir les gens à Nantes, c'est facile. Les faire venir à Angers, c'est possible avec la gare. Si vous voulez les faire venir visiter le bioparc de Douai en Anjou, ça devient plus compliqué parce que vous êtes à 35 km d'Angers et vous n'avez pas de liaison bus, vous n'avez pas de train. Vélo électrique, ça peut se faire. Voiture électrique, peut-être, mais il faut des infrastructures. Donc, on a un vrai challenge à relever qui, à mon avis, est la clé de réussite de l'expansion du tourisme. Parce que, effectivement, vous l'avez dit, en France, quel que soit l'endroit où vous êtes, c'est magnifique. Il y a toujours quelque chose, un paysage particulier, une tradition, une histoire qui fait que il y a du rêve derrière. Le problème, c'est de savoir comment on peut accéder en réglant le problème de la mobilité qui devient quand même un vrai sujet. Et je n'ai pas parlé du prix du gasoil ou de l'essence. Non, mais alors oui, je suis bien d'accord avec vous. Non, c'est un des caractéristiques de la France, c'est qu'on a beaucoup de touristes, mais pas beaucoup d'argent. Il y a peu de chiffre d'affaires. Bon. Alors pour des tas de raisons, mais il y a aussi parce qu'on n'est pas très attentif aux touristes. Je veux dire, vous voyez, moi ça me frappe toujours quand je vais en Italie. S'il pleut, 2 minutes après, il y a un type qui vient essayer de me vendre un parapluie. C'est-à-dire qu'on a une espèce de présence, d'attente à chaque moment du touriste qui joue, si vous voulez. Bon, et au fond, le touriste, c'est quelqu'un qui est en déplacement, donc c'est quelqu'un qui est un peu fragile parce qu'il connaît pas tout à fait le territoire, il sait pas où est la police, il sait pas où est l'hôpital, il a pas ses copains, donc il est forcément. Moi, je me réfère toujours au Yin Yang, le livre chinois de sagesse il y a des milliers d'années, mais sur qu'est-ce que c'est qu'au fond qu'un voyageur, quoi. C'est un individu un peu insécurisé. Alors maintenant, avec le téléphone portable, en plus, c'est la chouette en est sur son téléphone portable. Et donc, il faut en permanence lui offrir des opportunités de dépenses, je dirais, qui correspondent aux attentes qu'il peut avoir à l'instant T. Bon. Et ça nécessite un travail très soigné, très attentif. Il faut aussi que ça soit la société qui accueille. Je veux dire, en fait, c'est tout le monde qui accueille. C'est les habitants, mais c'est aussi bien l'épicier du coin, c'est le marchand de chaussures. Enfin, je veux dire, c'est tous ceux qui, à la limite, peuvent faire du business avec lui. C'est pas seulement le loger et le nourrir, avec une chose qu'il faut bien dire, c'est que le tourisme de découché n'augmente pas, mais le voyage augmente. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont passer la journée, à la limite, à Nantes, au bord de la mer, etc., puis rentrent dormir le soir. Bon, donc il y a aussi cette évolution des pratiques, où effectivement, on découche moins,
Et on se déplace plus, notamment grâce à la voiture. Donc, il y a tous ces sujets. Mais effectivement, la question, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires, et de dire, y compris pour pouvoir payer correctement le personnel, etc. C'est sûr que là, on n'a pas été très performant. Mais y compris parce qu'on n'observe pas les pratiques. Je vais vous raconter une chose. J'étais à Bruxelles, je représentais la France à Bruxelles sur le tourisme. J'étais le seul universitaire. Tous les autres, c'était des techniciens, pour tous les autres pays d'Europe. Il y en a un qui était spécialiste de l'organisation des salles de restaurant, l'autre comment il fallait organiser une chambre. C'est-à-dire c'était que de la technique. Et aux États-Unis, c'est beaucoup ça, vous regardez les travaux de McCannell, etc. Alors que nous, effectivement, on est beaucoup sur réflexion philosophique, culturelle, etc. C'est très bien, mais il nous manque la deuxième partie, c'est-à-dire de maximiser la marge, le business, la fonctionnalité. Regardez le nombre de villes où vous savez pas vous garer parce qu'il faut une carte de la ville. Et vous êtes là, vous dites, mais oui, d'accord, mais moi je suis touriste, comment je fais? Essayez de rentrer dans Paris depuis qu'ils ont décidé qu'il fallait circuler en vélo. Je suis très pour le vélo en ville, mais quand j'arrive Port-Royal, je mets une demi-heure à passer alors que les deux files à côté, il n'y a personne, je me dis quand même, il y a un problème, j'ai l'impression qu'on me ferme la porte, quoi, en gros. Donc, il y a une vraie question sur tout ça, je suis absolument d'accord avec vous. La question de la mobilité est effectivement complètement centrale parce que c'est un des lieux principaux de production de carbone. Donc, effectivement, le tourisme ne pourra être un tourisme bas carbone que s'il y a une évolution profonde des phénomènes de mobilité. Alors, il y a des phénomènes possibles. Le vélo électrique, on peut faire beaucoup de kilomètres, je veux dire. Donc il y a toute une évolution par les techniques, ça c'est sûr. Il y a une évolution, monsieur qui fait du bateau, qui loue des bateaux sur la Loire, tout ça. Il y a aussi tous des moyens de transport, je veux dire, de penser à ça. Vous savez, quand vous allez en France par exemple, on utilise très peu l'eau. Moi j'ai été élu local à Marseille, il a fallu se battre pour mettre des bateaux pour qu'on puisse aller d'un point de la ville à l'autre en bateau. Parce que pour tout le monde, aller à Marseille, on circule en bus, quoi, ou en voiture. Et alors l'idée qu'on pouvait de l'Estac à la Pointe-Rouge et en passant par le Vieux-Port et qu'il y avait des navettes bateaux dans tous les sens, ils sont tout le temps complets ces bateaux parce qu'évidemment ça va plus vite et en plus c'est beaucoup plus agréable. Donc si vous voulez, il y a tous ces outils-là qui sont devant nous, mais c'est vrai que moi, si vous voulez, je fais partie de ceux qui pensent qu'on va décarboner la voiture et que donc d'une certaine façon, il faut pas dire on est contre la voiture, il faut dire on est contre la pollution. Je pense qu'il y a aussi tout un débat important et en même temps, les gens veulent développer massivement le vélo. Il faut bien se dire une chose, on n'a pas le même corps que les générations précédentes. On a envie d'être séduisant longtemps, de vivre vieux, et on sait très bien que le vélo, le sport, la course à pied, c'est des éléments importants. Et donc, si vous voulez, il y a une évolution profonde. C'est-à-dire qu'on ne mange pas la même chose. Vous voyez, moi, quand j'étais conseiller du président de VVF, j'avais beaucoup fait travailler sur le repas de midi, par exemple. Parce qu'à l'époque, à VVF, le repas de midi, c'était encore le repas ouvrier de l'après-guerre. En gros, on mangeait, quoi. Aujourd'hui, à midi, en vacances, en gros, on mange une tomate, une tranche de jambon et on va les manger sur la plage, on n'a pas besoin d'un gueuleton. Donc vous voyez, il y a toutes ces attentions au corps et je crois qu'il faut se dire que les gens d'aujourd'hui, ils adorent apprendre, mais sans que ça soit un cours. Donc quand ils passent à côté d'un truc, ils adorent les signes. Par exemple, vous voyez des gens qui vont camper à côté d'un château fort. Vous leur dites, ah, mais ils vous disent, ah ouais, j'étais à côté d'un château magnifique. On lui dit, tu l'as visité? Ah ben non, mais j'aurais pu le faire. Et notre métier dans le tourisme, à mon avis, c'est ce j'aurais pu le faire. Offrir des possibilités aux individus d'être acteurs de leur choix. Après, ils font ou ils font pas. Bon, c'est pareil pour les golfs. Les gens qui vont à un camping à côté d'un golf sont plus satisfaits que ceux quand il n'y a pas de golf. Alors on leur pose la même question, t'es allé au golf? Ah ben non, mais j'aurais pu le faire. Donc il faut faire très attention à ça. Et je suis d'accord avec vous sur les mobilités. Il faut développer le vélo, il faut développer la marche à pied, il faut développer la sécurité. Parce que regardez les femmes, par exemple, qui osent pas faire du sport pendant leurs vacances, parce que courir en short, elles osent pas. Elles ont peur d'être attaquées, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, organiser pour qu'effectivement, il y ait des groupes de femmes qui courent ensemble, etc. Il y a toute une pensée, notamment pour que les femmes soient libres dans le territoire, dans une société où, en fait, elles ont souvent peur le soir et souvent peur quand elles, par exemple, elles font du jogging. Ça aussi, ce sont des éléments d'appréciation. Il y a tout un enjeu sur les enfants qui a beaucoup changé. Moi, ça m'a frappé parce que je suis quelques chaînes hôtelières. Il y a 20 ou 30 ans, le rêve des parents, c'était de ne pas avoir les enfants dans la chambre. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Parce qu'il y a 20 ou 30 ans, madame travaillait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et donc, effectivement, l'idée, c'était d'avoir un peu de temps intime, si on peut dire les choses comme ça. Alors qu'aujourd'hui, comme monsieur et madame travaillent dans la plupart des couples, les vacances, c'est beaucoup le fait de retrouver ses enfants. Oui, il y a toutes ces évolutions-là qu'il faut en permanence observer parce que ça modifie les pratiques des gens. Mais moi, je pense qu'il faut développer énormément la bicyclette. Vous avez des coins magnifiques, vous, en plus avec la Loire, parce que c'est à peu près plat. Vous voyez, moi qui habite au Luberon, c'est beaucoup plus pentu. La Provence, c'est tout le temps en pente, c'est plus difficile. Donc ça joue. Mais je crois qu'il faut jouer la voiture électrique. Il faut très bien en avoir, il faut les développer. Et je pense, si vous voulez, que ça doit être... Mais il faut aussi, et je m'arrêterai peut-être là-dessus, parce qu'après vous avez d'autres sujets, il faut construire un étalon.
du bas carbone du territoire. Il faut être capable de faire une analyse de la production de carbone d'un territoire et se dire, voilà, sur 10 ans, on se fixe quel objectif. Et après, tous les acteurs du territoire se réunissent, voilà, attendez, la première année, on va faire ça, c'est facile, passer en bio aux écoles ou décider que les bus sont électriques, etc. Ça, c'est facile. Et puis, on va petit à petit serrer les boulons. Bon. Mais pour ça, il faut que ça soit un projet collectif, partagé, où on dit tous les gens aux ans, voilà, on s'était fixé un objectif de bas carbone sur le territoire, mais privé public, hein, c'est pas les uns et les autres. Et il faut donner aux gens des choses sur lesquelles ils peuvent agir dans la vitesse de leur vie. Quand on vous dit en 2050, il faut faire ça, en 2050, la plupart d'entre nous seront morts. Donc je veux dire, c'est pas très facile de se mobiliser sur un truc. Mais si on dit Angers ou l'Anjou, notre projet bas carbone, c'est ça. Effectivement, une année, on développe l'électrique. Une année, on met les écoles en bio. Une année, une usine, on va lui financer une cheminée qui pollue moins, etc. Ça mobilise les populations et d'un coup, ça devient un combat commun qu'on peut gagner. Merci à vous, Jean Viard, pour tous ces éléments d'analyse et de réflexion.